Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette deuxième séance de la session de formation sur les essentiels de la psychothérapie positive. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler, chère Anne-Laure? Eh bien, très chère Cécile, nous allons parler de la première séance. En Voilà. tout cas, la première séance Oui, en psychothérapie positive. du protocole. Dans un premier temps, et ensuite d'ailleurs, nous aborderons déjà la deuxième et la troisième séance, mais pour le moment, concentrons-nous sur cette première séance. Donc nous avons vu le cadre, comment on pose la déontologie. Et là, vous êtes prêts dans votre local, ou peut-être dans une salle, puisque ça peut être en groupe, et vous allez accueillir la personne qui vient vous consulter, en sachant que vous proposez de la psychothérapie positive, parce que vous avez bien communiqué. C'est important. Donc, comment commencer une séance? Donc, quels seraient les premiers conseils? Alors là, j'ai envie de dire, on va peut-être partager un petit peu de notre propre expérience, en plus, qui n'a pas été forcément validée scientifiquement, mais sur les rappels, et puis ça peut faire du bien à tout le monde, un petit peu de rappel, sur comment bien commencer une séance d'un premier rendez-vous. Qu'est-ce qu'on pourrait déjà rappeler comme chose essentielle d'une première séance, premier accueil? Justement l'accueil, c'est aussi important dès les premières 5 minutes quand on va accueillir la personne. Tout à fait. Donc, bien le prendre en charge, sans être dans le trop proche ni dans le trop extérieur avec la personne. Voilà. Donc trouver le juste milieu dans le premier contact. Tout à fait. Donc ça va passer évidemment par un premier sourire, bien regarder dans les yeux pour bien reconnaître la personne telle qu'elle est et puis lui montrer qu'on est là disponible et qu'on ne fuit pas son regard. Donc on va déjà commencer par poser une espèce de cadre par le langage non verbal, donc du coup par une attitude, sachant que de toute façon, et là vraiment les chercheurs en psychologie positive l'ont prouvé, la psychothérapie positive est d'autant plus efficace que l'on y adapte quelques traits de caractère en tant que thérapeute. Donc on y trouve l'empathie. Alors est-ce que tu pourrais essayer de nous décrire l'empathie, même si c'est quelque chose quand même qui est assez flou, mais on va quand même en parler parce que c'est important. Tout à fait. Donc l'empathie, en fait, c'est la capacité à pouvoir se mettre à la place de la personne sans pour autant lui voler ses émotions. Donc on comprend ce qu'elle ressent, néanmoins, la douleur, on ne l'a pas, ou la tristesse ou la colère, ça lui appartient. On est juste là pour, ok, elle a ça, je sais ce que c'est, je suis capable de décrire ce qu'elle peut ressentir, mais je ne l'ai pas. Je ne me l'approprie pas, voilà, c'est ça. Donc du coup, plus on va être dans cette forme d'empathie en tant que thérapeute, plus les recherches prouvent que le traitement sera efficace. Donc il y a l'empathie comme première valeur importante, il y a la cordialité, donc on parlait justement du premier regard, le sourire, mais ça va passer par tout ce qui est normes de politesse, j'ai envie de dire, et là ça dépend vraiment, ça dépend vraiment des cultures, mais si vous ne dites pas bonjour en arrivant, ça peut être déjà mal perçu, vous partirez avec des petits points en moins pour commencer. Donc la cordialité s'est avérée vraiment prouvée comme étant un facteur augmentant l'efficacité d'une thérapie, dont les psychothérapies positives. Donc on a la cordialité, l'empathie, mais aussi la confiance en soi. Alors en quoi ça peut jouer la confiance en soi? Comment tu pourrais décrire l'importance de la confiance en soi dans l'efficacité d'un traitement? Alors j'imagine, en tout cas je me mets à la place d'une personne qui arrive avec des symptômes de dépression, qui vient et qui en plus voit que son thérapeute n'est pas forcément hyper confiant. Voilà. Forcément, je vais pas avoir confiance, je vais même plutôt avoir peur et je vais peut-être même partir un peu plus vite. Allez, petite valeur ajoutée. Comment on peut se mettre en condition pour gagner un petit peu en confiance en soi d'après ton corps de métier qui est le conseil en image, le coaching en image, je dirais même plus. Ah, alors un petit truc comme ça. Tout à fait, oui, c'est vrai que... Alors le petit plus là eh bien en fait, une des techniques que j'accompagne des personnes sur leur image, en tout cas à travailler sur leur image, je leur donne l'idée de choisir la tenue qui va les mettre en confiance. C'est-à-dire de visualiser la séance, par exemple là, si on se met dans le cadre d'une thérapie. Imaginez d'ailleurs, prenez le temps de faire cet exercice, je pense que ça peut être vraiment intéressant. On s'imagine dans cette thérapie. Quelle est selon moi l'image d'un bon thérapeute dans ce cas précis? En et psychothérapie positive. Voilà, peu importe si c'est vrai ou si c'est pas vrai, là l'idée c'est pour vous, qu'est-ce qui va vraiment être l'image d'un bon thérapeute dans ce domaine-là? Et de choisir une tenue qui va représenter ce fameux bon thérapeute. Plus on va se mettre dans les conditions avec cette tenue qui va nous mettre en condition, plus on va être confiant grâce à une simple tenue et une simple tenue vestimentaire. Voilà. L'environnement peut contribuer, la tenue vestimentaire,
Et puis, bien évidemment, votre état physique aussi, je veux dire, l'état physiologique, si vous avez bien dormi, si vous avez une hygiène de vie saine. Donc, un thérapeute se doit de s'entretenir aussi et d'arriver lors d'une première séance de psychothérapie dans les meilleures conditions possibles pour être lui-même le plus en confiance possible. Et là, du coup, les recherches prouvent que plus le thérapeute est en confiance, plus le patient va être en confiance lui aussi et plus le traitement thérapeutique sera efficace. Donc l'empathie, la cordialité, la confiance et ensuite l'authenticité. Alors ça on aime beaucoup aussi évidemment. Alors nous c'est une de nos valeurs principales dans toutes nos actions, on vous encourage à avoir les mêmes et je pense que vous êtes quand même beaucoup à avoir cette valeur. Un patient aussi préférera un thérapeute qui est honnête et sincère, même si par exemple vous êtes un petit peu fatigué, vous avez le droit de l'être du moment que vous l'accueillez avec bienveillance et que vous le posez et que voilà, donc je suis un petit peu fatiguée mais tout va bien et vraiment je suis ravie d'être avec vous. Voilà, vaut mieux être dans une authenticité quitte à dévoiler quelque chose qui, voilà, plutôt que de nier. Bon, eh bien écoutez, moi je suis bien en forme et de se mentir alors qu'en fait vous allez avoir des cernes et le patient est loin d'être dupe et il va sentir toute incohérence, tout manque de congruence entre ce que vous dites et ce que vous êtes. Donc soyez honnête, soyez authentique le plus possible et cela favorisera la réussite de votre accompagnement. Donc préparation aussi, venez en étant dans la dynamique d'être le plus authentique qui vous êtes et tel que vous êtes. Et le dernier, c'est un bon relationnel. Alors là, j'ai envie de dire que c'est aussi quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas, mais dans nos métiers, je pense que si vous êtes là, c'est quelque part, vous avez un bon relationnel. Donc, c'est-à-dire pouvoir entrer dans cette relation dans les meilleures conditions, avec plaisir. Je crois que la notion de plaisir influence la notion de bon relationnel. L'amour des autres, certainement. Certainement. Donc voilà, se connecter à tout ça. Donc une fois qu'on a tout ça, les recherches prouvent que déjà, on a les meilleures conditions pour avoir une thérapie réussie. Donc là, c'est le préalable. Vous arrivez, la personne arrive, on l'accueille, sourire, regard, bienveillance, authenticité, voilà, bonne relation. Ensuite, du coup, la première étape, elle va consister... Alors, première étape. Alors, la première étape, ça va être d'identifier les symptômes de la personne. Alors, comment on peut faire? Donc, une personne en psychothérapie positive, si on va vraiment partir dans l'idée que là, on va parler du cas où les patients sont en dépression. Puisqu'après, on peut l'adapter sur tout type de public et ce sera d'autant plus à adapter à la demande du patient. Mais là, on va vraiment partir dans l'idée, la psychothérapie positive, d'accompagnement d'une personne en dépression, puisque c'est vraiment l'objectif de cette formation-là. Donc une personne vient vous rencontrer, elle rentre, elle est voilà, pas très bien, etc. Et elle annonce, voilà, je viens vous voir parce que je suis en dépression et j'aimerais que vous m'aidiez. Donc, quelles questions on peut commencer à poser pour identifier les symptômes? Aux États-Unis, ils ont quand même un avantage de plus pour le moment que nous n'avons pas encore en France, mais qui ne saurait tarder, j'en suis sûre. Peut-être même qu'un jour, vous regarderez la vidéo, ce test existera en français. Et donc, du coup, on le mettra en pièce jointe à semaine. Donc, aux États-Unis, ils ont créé un test pour identifier les traits de dépression, en fait. Donc, il y en a aussi en France, mais je ne suis pas encore sûre qu'elle soit disponible. Donc à vérifier si vous trouvez des tests. Et ça peut être une façon d'identifier les symptômes de la dépression. Donc pourquoi pas proposer un test? Donc pourquoi pas préalable au rendez-vous, si c'est un test en ligne que vous pouvez envoyer. Et sinon, lors du premier rendez-vous, première étape, identifier les symptômes. Si vous n'avez pas de test, quelles questions toutes simples on peut poser? Alors, est-ce que vous pourriez me décrire les symptômes que vous avez? Voilà. Pour vous, qu'est-ce que la dépression? Quels symptômes, quelles conséquences voyez-vous sur votre vie depuis que vous ressentez cet état dépressif? Quelle est vraiment votre définition de la dépression? Il faut savoir qu'il n'y a pas deux personnes qui décrivent la dépression de la même façon. Donc quand vous allez accompagner la personne, il va falloir vous adapter à ses symptômes à elle. Le but n'est pas juste d'enlever une étiquette. C'est pas dépressif, non dépressif. Il y a des symptômes et nous, notre but, c'est que les symptômes disparaissent et aussi que la personne soit plus heureuse. Rappelez-vous, nous ne passons pas de -5 à 0 en psychothérapie positive, mais de -5 à +5, voire plus, parce qu'il n'y a pas d'échelle de maximum dans le bonheur. Donc du coup, on identifie les symptômes. La personne s'exprime. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme symptômes? Dépressif. J'ai pas envie de sortir, je reste en pyjama. Je vais pleurer régulièrement. J'ai pas envie de me laver, je n'ai à rien. Tout à fait. Qu'est-ce que ça peut être? Je sers à rien. Je suis inutile, je suis incompétent. Le temps est long, les journées passent. Il se passe rien d'important dans ma vie, ça n'a pas de sens. Ma vie est vide de sens. Je prends aucun plaisir à... J'ai tout pour être heureux, j'arrive pas à être heureux. Donc voilà, ça ce sont vraiment
vous listez les symptômes qui peuvent apparaître et vous les notez pour pouvoir vérifier à la fin que vous avez bien évolué dans votre accompagnement avec le patient. Donc du coup, première étape, identifier les symptômes. Ça, c'est vraiment la première étape que Martin Seligman et Tayyab Rachid ont proposé dans la séance 1 du protocole de psychothérapie positive. Là, on vous propose vraiment le déroulé tel qu'il est proposé par ces deux chercheurs. Donc du coup, la première étape, c'est ça. La deuxième étape, c'est une simple discussion. On n'en est pas encore à des passages à l'action. On n'est pas encore à donner du concret, de la solution. On est dans la discussion pour amener à ouvrir l'esprit de la personne. Autour de quoi va porter cette discussion? Comment on va amener la personne, selon vous, d'où viennent ces symptômes de la dépression? Comment est née cette dépression? En général, par quoi ils répondent les patients à ces questions-là? Alors vous êtes dépressif, selon vous, d'où vient cette dépression, madame? Ben, j'en sais rien. Voilà. Alors soit c'est le vide total, c'est arrivé comme ça, je ne sais pas. Soit ça peut être un traumatisme. Un événement, voilà. J'ai perdu mon travail, mon mari m'a quitté. Voilà, depuis ce jour-là, rien ne va plus et il y a eu un élément déclencheur. Ok, ça on accueille, on part. Non-jugement, bienveillance, vérité, rappelez-vous de la personne, ça lui appartient. Vous n'êtes jamais d'accord ou pas d'accord avec la personne, c'est sa vérité à elle. Donc dans une discussion, et c'est tout l'intérêt, on propose des nouvelles options et on la laisse par elle-même réfléchir à ces différentes options. Les options que nous allons proposer, grâce à, depuis en fait les recherches de psychothérapie positive, ça va être, et pensez-vous qu'une personne qui prend du plaisir dans la vie, qui met toutes ses capacités, toute sa force et qui a quand même confiance en elle, mais qui ne trouve aucun sens à ce qu'elle fait, peut tomber en dépression. Donc là, bah oui, ça peut amener à réflexion. Ok, d'accord. Est-ce qu'une personne qui à l'inverse trouve du sens dans ce qu'elle fait, s'investit vraiment, mais n'y prend pas de plaisir? Donc par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir? Une personne qui s'engage dans du bénévolat. Tout à fait, qui est dans les associations. Voilà, qui va vraiment se donner à 100% dans son association, ouais. Et qui du coup va vraiment s'investir, et même peut-être même le meilleur d'elle-même, en étant confiante en elle, pourquoi pas. Mais bah, c'est désagréable parce que l'association, disons que c'est une association où elle va être en contact avec des gens violents, par exemple, ou alcooliques, ou enfin voilà, et du coup ça va lui rapporter quelque chose qui va lui être désagréable. Cette personne peut probablement tomber en dépression rien que parce qu'elle n'éprouve pas d'émotions positives dans son action, même si elle y trouve du sens et même si elle s'engage à 100%. Donc ça, c'est une première discussion à avoir. Peut-être, est-ce possible qu'une personne tombe en dépression car elle n'a pas la capacité à éprouver des émotions positives dans ce qu'elle fait? Donc on discute avec la personne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des choses avec énergie, enthousiasme et avec du sens, mais de ne pas y prendre de plaisir? Et là, elle va évoquer. Donc, est-ce que ça pourrait être facteur de dépression? Ah, d'accord, peut-être. D'accord. Première étape, c'est relié à ce que... Alors c'est Martin Seligman, en fait, qui a établi toute la théorie du bonheur authentique, qui a élaboré ces 3 facteurs du bonheur et qui du coup deviennent 3... éléments qui, quand on ne les a pas, sont propices au développement de la dépression. Donc le premier facteur, ce sont les facteurs de vie agréable. Alors qu'est-ce que la vie agréable selon Martin Seligman? La vie agréable, c'est prendre du plaisir et en avoir conscience. C'est développer toutes les émotions positives quelles qu'elles soient, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Voilà. Et c'est comment on va mettre en place des moyens, des actions, des ressources pour augmenter l'intensité de l'émotion positive et la durée des émotions positives. Tout ça, c'est la vie agréable. Donc, si nous n'avons pas cette capacité à développer cette vie agréable, nous pouvons avoir un terrain propice à la dépression. Ça, c'est la première partie de la discussion que l'on peut entamer avec la personne. Vous pouvez tout à fait citer Martin Seligman dans ces moments-là, en expliquant que les recherches ont été faites sur ce sujet, etc. Vous pouvez la faire évoquer elle-même des moments de plaisir ou des moments où elle a manqué de plaisir. On est dans une discussion, il n'y a pas de finalité, si ce n'est ouvrir une nouvelle perception des choses. Le lien entre la dépression et une cause précise, et la dépression est un manque de terrain propice au bonheur. C'est ça. Voilà. Donc première étape, ça serait lié à la vie agréable. Deuxième partie de la discussion, ce serait la vie engagée. La vie engagée. Qu'est-ce que la vie engagée alors pour toi, selon Martin Seligman? Toi, tu y es toujours à 100%, mais tu la vis vraiment. Alors, la vie engagée utilise les forces de caractère, voilà. déjà, et du coup,
c'est de donner du... Alors pas encore, c'est pas encore le sens, la mais motivation, la motivation, le cœur à en tout cas, l'ouvrage. l'intensité C'est ça. qu'on va donner dans une action qu'on va réaliser. Effectivement, nous, on la réalise au quotidien. Donc c'est rentrer dans ce fameux état que Mihaly Csikszentmihalyi, vous irez chercher l'écriture sur internet, appelle le flow. Voilà, donc l'état de flow. Donc ils ont mis en relation dans leurs différentes recherches l'utilisation, comme Alain le disait, des forces de caractère, qui a été élaborée par Martin Seligman et Peterson, sur les tests des forces de caractère. Donc quelles sont mes forces de caractère et si je les utilise, comment je me sens? Je me sens mieux. Plus j'utilise mes forces de caractère, mieux je me sens. Et Mihaly Csikszentmihalyi, de son côté, a constaté que les personnes type un artiste, ou toi tu disais souvent l'exemple du sport, donc une personne qui s'investit à fond dans son sport, et à un moment donné, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de... il n'y a plus d'éléments extérieurs, il n'y a plus de... Voilà, on est sur une autre planète. Voilà, on est complètement dans sa bulle. Dans la bulle de l'instant présent. On vit pleinement l'instant présent. On le retrouve dans tout ce qui est pleine conscience aussi, tout ça. On est dans le flow de l'instant présent. L'expérience optimale qui est citée aussi dans d'autres textes. Flux aussi. En français, en fait, il y a plusieurs traductions du terme flow. Dans tous les cas, en fait, il s'agit de mettre au service nos forces de caractère pour augmenter la fréquence et l'intensité de ces moments de flow. Et il s'avère scientifiquement que leurs recherches prouvent que plus les personnes utilisent leur force de caractère, plus elles rentrent dans des états de flow, plus elles sont heureuses et moins elles ont d'états dépressifs. Donc du coup, dans la discussion, on peut amener un petit peu ce sujet par l'autre côté. Pensez-vous qu'une personne puisse prendre beaucoup de plaisir sur l'instant présent, voire même trouver du sens, mais n'étant pas là parce qu'elle est en train de penser à tout ce qui s'est passé la veille et en plus un manque de confiance en soi parce que voilà, elle ne connaissait pas ses forces. Donc voilà, je suis là, on va rester dans l'association pour la notion de sens parce que ça parle pas mal quand même. Voilà, je suis investie dans une association, ça a beaucoup de sens, je fais une bonne action. C'est ça. J'y prends du plaisir parce que les gens sont très gentils. Mais par contre, je suis pas connectée là, quoi. Je suis pas là. Je suis pas présent et en plus je me sens pas forcément hyper efficace. Physiquement présent, mentalement ailleurs. Par exemple, est-ce qu'on peut, au bout d'un moment, si on vit ça tout le temps, développer une dépression? La personne réfléchit, on lui demande, ça vous est déjà arrivé ce genre de situation où finalement vous y preniez un peu de plaisir, mais vous étiez tellement préoccupé par autre chose du passé ou par une peur de quelque chose à venir, ou même tout simplement pas présent dans l'instant présent et toujours perturbé par tout ce qui peut se passer autour. Parce que aussi, peut-être pas forcément confiance en vous. Et là, la personne va peut-être vous partager une expérience. Ou si vous avez un exemple à donner de votre entourage ou de vos connaissances professionnelles, c'est l'occasion aussi de glisser quelques petites communications indirectes pour montrer des exemples concrets. En psychothérapie positive comme en thérapie traditionnelle, la communication indirecte peut toujours aider dans une discussion de ce type. Donc ça, c'est la vie qu'on appelle la vie engagée qui favorise le bonheur et du coup peut être, si on ne l'a pas, propice au développement de la dépression. En tout cas, on l'amène dans la discussion progressivement, sans imposer quoi que ce soit. Chaque chose en son temps. Vie agréable, ok. Vie engagée, ok. La troisième vie, du coup, c'est la vie pleine de sens. Qu'est-ce qu'une vie pleine de sens? Alors là, l'avantage, c'est que le nom parle de lui-même. Donner du sens à sa vie. Voilà. Donc là, par exemple, toi, un des sens de ta vie, ce serait quoi? Histoire de, voilà, vraiment vous donner... Qu'est-ce que ça peut donner comme réponse? Alors, un des sens de ma vie, c'est que moi, je suis tellement amoureuse des gens que du coup, il était important que dans ma vie, je sois dans l'action pour amener l'amour des gens. Alors, par différents moyens, parce que j'avais plusieurs options. Et une des options que j'ai choisies, moi, c'est justement l'accompagnement des personnes vers un mieux-être et vers le bonheur. Voilà, donc moi, ma vie, elle est pleine de sens. En tout cas, ma vie professionnelle, tout ce que j'entreprends. Et même au-delà, finalement. Donc, tu as vraiment donné ce sens-là dans toute ta vie. C'est ça. Ça contribue à ton bonheur. C'est ça. Moi, je vais avoir d'autres missions, par exemple. J'y vois des missions. Moi, c'est le terme que j'y ai donné pour trouver du sens. Créer du lien entre des gens. Révéler le meilleur des autres. Voilà. Trouver du sens à sa vie, c'est trouver pourquoi je suis sur cette terre, à quoi je vais être utile sur cette terre, quelle est ma contribution l'édifice du monde, du bonheur, etc. Auprès de qui je vais être utile, voire même donner du sens pour ma propre vie, pour moi, c'est rendre mes enfants heureux. Tout simplement, ça peut être ça, il n'y a pas besoin de changer le monde non plus. Chacun son niveau de sens. Et donc, les expériences de Martin Seligman et ses collaborateurs prouvent, et là, il y a même plus, puisqu'il y a Viktor Frankl qui a fait vraiment tout ce qui est... il a développé tout un concept sur la logothérapie,
qui est la thérapie par le sens. Donc si ça vous intéresse d'aller plus loin sur ce thème-là, pour après agrémenter ce type de discussion de la première séance, vous pouvez aller voir Viktor Frankl, c'est très intéressant. Et donc ils ont tous mis en évidence par diverses expériences le fait que plus les gens trouvent du sens dans leur vie, plus ils sont heureux, satisfaits de leur vie. Donc là on est vraiment dans une démarche comme les deux autres thèmes qu'on a abordés. Dans la discussion, on peut amener, alors, imaginez que vous prenez du plaisir. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Je joue du piano, je ne vais pas bouger les mains, je me dis tiens, je joue du piano et je prends du plaisir et je sais très bien faire. Donc j'utilise ma force de caractère qui serait la créativité, j'improvise même des notes de piano. Par contre, ça n'a pas forcément de sens pour moi, je le fais juste comme ça pour le faire et en plus je dérange un peu mes voisins, ça me prend du temps, ça dérange ma famille, enfin voilà, il peut y avoir un impact et puis ça coûte cher parce que le piano ça coûte cher et s'il se casse, etc. Et ben, on va moins y prendre du plaisir que si la même personne avec les mêmes conditions, c'est que par le piano, elle va pouvoir animer une merveilleuse soirée par an parce qu'on lui a proposé d'être bénévole dans quelque chose. Alors le sens, c'est pas que du bénévolat. Ceci dit, là j'ai tendance à donner beaucoup d'exemples sur le sens et le bénévolat, pas forcément. Donc du coup, le sens, c'est vraiment le cœur à l'ouvrage. On peut faire payer des gens. Hein. Les thérapeutes, comme vous êtes tous certainement, on a probablement tous un sens de vouloir aider les autres, à être plus heureux, etc. Si vous faites celle-là, encore plus, cette formation, il y a des chances qu'on ait un peu ce sens en commun dans notre vie, contribuer à l'amélioration du bonheur du monde, etc. Pour autant, on peut le faire bénévolement, on peut le faire avec nos amis, on peut le faire professionnellement, et c'est pas lié que au bénévolat. C'est ça que je voulais quand même repréciser. Donc du coup, vie pleine de sens, on peut avoir cette discussion. Quel est le sens pour vous? Est-ce que vous pensez que si vous aviez plus de sens dans votre vie, ça pourrait peut-être vous aider à aller mieux? Est-ce que vous pensez que des gens qui ont plus de sens s'épanouissent plus? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et hop, on aborde le troisième thème. Et vous voyez, 1 heure comme ça, enfin, même une séance, on peut 45 minutes, entre 45 minutes et 1 heure, selon votre protocole à vous. Entre l'intro, l'accueil, l'identification des symptômes, la discussion, vie agréable, vie engagée, vie pleine de sens, on arrive déjà quasiment à la fin de la séance. Donc tout ça peut s'appuyer aussi de quelques expériences scientifiques à l'appui pour vous montrer que vous êtes dans un protocole expérimental validé scientifiquement. Donc du coup, c'est important aussi, je pense, de le poser. Et alors justement, là, au cours de cette première séance, vu qu'on est quand même dans les concrets, puisque la psychologie positive, c'est quand même du concret, est-ce qu'il y a un exercice? Tout à fait. Donc là, une fin de séance de psychothérapie positive va toujours se terminer par la proposition d'une action à mettre en place en dehors de la séance. On voit la fin de l'heure qui s'approche et on va dire écoutez, j'ai un exercice à vous proposer pour la fois prochaine. Il va s'agir de réfléchir à qui vous êtes. Donc qui vous êtes, mais sous votre meilleur jour. On va proposer à la personne de faire ce qu'on appelle une introduction positive d'elle-même. Donc c'est cette signature positive qui va commencer à émerger. On verra plus tard le terme signature positive dans la deuxième séance. Donc pour l'instant, on va simplement lui parler d'une introduction positive d'elle-même. En quoi ça va consister? Donc là, par exemple, Anne-Laure, écoutez, suite à cette séance, ce que je vous propose, c'est de prendre un temps chez vous, en vous installant confortablement, en vous centrant vraiment sur vous-même, sur vos meilleurs souvenirs, vos qualités, tout ce que vous avez vécu dans la vie de meilleur, même si c'est pas forcément simple avec tout ce que vous m'avez raconté, j'ai bien conscience et je prends tout ça en compte. Là, offrez-vous juste ce petit cadeau, cette petite séance, et essayez de vous présenter sous votre meilleur jour sur l'équivalent d'une page. Alors une page, c'est à peu près 300 mots. Donc, alors je ne vais pas vous demander de compter les mots, mais voilà, c'est à peu près une page. Et du coup, voilà, votre présentation de vous-même sous votre meilleur jour à partir d'une ou deux expériences de votre vie, peut-être pour appuyer, et pour faire ressortir des traits de caractère qui vous semblent positifs, qui vous semblent être des atouts, des forces pour vous-même. D'accord. Voilà. Donc la personne peut poser, on l'invite à venir à la prochaine séance avec son introduction positive et ça servira de support à la deuxième séance. Donc évidemment, une première séance se termine avec toutes les règles d'une fin de séance de thérapie traditionnelle où l'idée étant de valider la séance. Donc on fait une petite synthèse de séance. En général, c'est bien appréciable. Là, pour le coup, psychothérapie positive, l'idée est de faire vraiment une synthèse valorisante pour la personne. Bravo, merci, vous voyez comme vous avez bien, j'ai senti, vous avez perçu ça, vous avez eu ce déclic, c'est intéressant n'est-ce pas, voilà, on est vraiment dans valorisation pour amener déjà vers le développement de la personne déjà, dès cette première séance. En général, les personnes sont ravies et si vous arrivez à la faire sortir avec le sourire, vous avez déjà gagné une première étape. Objectif, essayez de vous le fixer, faire sortir la personne avec le sourire de votre première séance.
Ce sera déjà, voilà, première étape, sur les 14 séances, vous aurez déjà une belle satisfaction et la personne aussi, puisque il est souvent possible de sortir d'une séance de thérapie avec la tête embrouillée, avec le cœur lourd. Eh bien non, nous notre but c'est tranquille, la personne zen, sourire, légère. Voilà pour cette première séance. On vous retrouve tout de suite pour la séance numéro 2. Nous revoilà donc pour parler de la deuxième séance du protocole de psychothérapie positive. Alors, comment peut-on commencer déjà un début de deuxième séance? Donc, la personne revient. Qu'est-ce qui nous paraît important de poser au départ? Alors là, c'est peut-être un rappel pour vous, parce que peut-être que déjà vous êtes dans cette phase d'accueil de deuxième rendez-vous, mais déjà il est important lors d'une début de séance, et quelle qu'elle soit d'ailleurs, que ce soit la deuxième, la troisième ou la quatrième, c'est de déjà poser les bases avec le client, c'est de savoir avec quoi il vient au rendez-vous, avec quelle émotion il arrive. Est-ce que ça va, ou est-ce qu'au contraire il y a eu quelque chose 5 minutes avant qui a fait que là il est un petit peu stressé, ou en tout cas il y a quelque chose qui bloque. Voilà, de poser ça dès le début de séance pour que déjà on accueille pour pouvoir avancer plus efficacement dans la séance. Voilà, il y a plusieurs métaphores qui disent on vide son sac à dos avant de rentrer, donc on enlève les pierres pour pouvoir être dispo et libre, pour pouvoir re-remplir son sac des nouvelles choses qu'on va apprendre à développer ou découvrir pendant cette nouvelle séance. Ça peut se manifester sous des questions. Alors, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez quelque chose dont vous voudriez parler là, comme ça, pour commencer, qui vous avez sur le cœur, là, que vous sentez qui est présent en vous et qui aurait besoin de sortir? Voilà, je pense que c'est important de laisser cet espace, et ça, que ce soit en individuel ou en groupe, puisqu'on y reviendra sur le groupe, mais nous on fait ce qu'on appelle un tour météo ou un tour d'ouverture, un tour des émotions, pour vraiment poser sur la table et pouvoir... Voilà, bah écoutez, ouais, là je me suis engueulée avec mon mari ce matin, et d'accord, bon, très bien. Bon, on respire, voilà, on le met de côté, puis comme ça c'est bien disponible, c'est parti, et puis la personne, voilà, elle a posé ça. Si vous ne la faites pas exprimer, c'est comme une cocotte minute. Et du coup, tout ce que vous allez dire, ça ne va pas rentrer parce qu'il n'y a pas la place, tellement il y a une place prise par cette émotion précédente et récente. Donc, merci pour cette précision qui nous semblait importante. Donc après, qu'est-ce qu'on fait dans cette deuxième séance? Donc la personne arrive, bien évidemment, elle a envie de vous parler de l'exercice qu'elle a fait pour venir jusqu'à vous aujourd'hui. Donc cet exercice, c'était, je vous rappelle, de faire une introduction positive d'elle-même en 300 mots sur une page pour présenter des expériences de son passé dans lesquelles elle se mettait le plus possible en valeur à partir de forces. Donc du coup, que faire de cette introduction positive? Qu'est-ce qu'on va proposer à la personne? Bah déjà, tout simplement, de la lire. Donc on ne va pas la lire nous-mêmes, on va vraiment lui proposer de la lire elle-même. Alors là, je vais commencer à m'appuyer des exemples des personnes que j'ai pu accompagner dans le cadre de ce protocole, ou qu'on a pu vraiment aussi, cet exercice on l'a proposé aussi dans d'autres contextes, et notamment par exemple dans la formation Les Essentiels de la psychologie positive, on a invité les stagiaires à faire cet exercice. Donc du coup, en entretien individuel, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand la personne lit son introduction, elle en rajoute, elle développe, elle complète, elle argumente, donc c'est là toute la pertinence de lui faire lire à elle-même. Donc du coup, j'ai eu aussi bien hommes que femmes, les personnes qui vont décrire, voilà, un phénomène, un souvenir de leur passé, dans lequel ils ont utilisé une force de caractère. Donc ils vont parler de eux, avec leurs termes, ça va être ah oui, là j'ai utilisé ma qualité. Alors ils ont du mal, il faut se rappeler que ce sont des personnes au départ qui sont censées être dépressives, donc qui ont une estime d'elles-mêmes qui n'est pas forcément affirmée. Et il n'est pas rare que dans cet exercice, les personnes mettent aussi en avant des défauts. Donc on leur propose un exercice valorisant leur qualité, et elles vont amener leurs défauts. Alors comment on peut réagir face à ça? Comment, toi, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui te propose, voilà, oui, alors quand j'étais petite j'ai fait ça, bon, j'étais pas hyper douée, mais j'ai quand même réussi. Comment valoriser et se servir de cet outil, Anna? Alors, la première chose, c'est de dire, ok, vous avez réussi, et d'insister en fait sur les mots qui sont positifs et qu'elle-même dit. C'est là, ne pas mettre trop d'importance sur j'étais pas douée, par exemple, dans la phrase présente, mais de plutôt mettre
D'accord, donc vous avez réussi, alors c'est bien. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez réussi? Voilà, on valorise effectivement. Et là où tu as très justement dit, c'est qu'il ne s'agit pas d'utiliser vos mots ou de transformer les mots, et bien de reproduire avec ses propres mots, de réutiliser les mots positifs de la personne. Parce que ce sera toujours plus facile pour la personne d'intégrer ses propres mots que d'intégrer les vôtres. Parce que ça vient d'elle-même, donc c'est de la ressource interne. On ne fait que valoriser leurs propres ressources intérieures. Nous ne sommes que des miroirs et absolument pas là pour en rajouter trop, etc. Mais bon, de temps en temps, il peut y avoir un non-dit. Par exemple, dans ce souvenir-là, oui, je voulais vraiment aider cette personne parce que je pense que les gens sont bons et j'aime bien les aider. Donc, du coup, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. On pressent un peu de bienveillance, d'altruisme, libre à nous de commencer à l'amener et peut-être sans dire les mots nous-mêmes, on peut tout à fait inviter. Donc là, qu'est-ce que vous pensez d'une personne là, quand vous décrivez, quand vous parlez de vous-même? Si c'était quelqu'un d'autre qui prend soin des autres, quelle qualité ce serait pour cette personne? Vous voyez, on ne propose pas nous-mêmes la qualité, mais on invite la personne à trouver les qualités qui se dégagent de sa propre expérience. Et pour ça, on peut utiliser le fait de sortir de l'image pour pouvoir la voir de l'extérieur. Et c'est parfois plus facile de voir ses qualités quand on sort soi-même de l'expérience et qu'on la voit comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait vécue. Donc on part de cette expérience, on la fait parler, on enjolive le truc, on la nourrit pour, rappelez-vous, d'ailleurs ce qu'on disait, théorie de la vie agréable, enfin théorie du bonheur authentique de Martin Seligman, première étape vie agréable, pour augmenter les émotions positives, on augmente l'intensité ou la durée. Là on va jouer sur l'intensité, et là on est sur, en plus, vie engagée, augmentation des forces de caractère. On va mixer le plaisir associé à l'identification de nos propres forces de caractère, et tout ça va forcément être propice à l'évolution de la personne dans son état dépressif. Comment on peut ensuite analyser cette introduction par ailleurs? Alors, on a parlé un petit peu des forces de caractère, mais pas seulement. Est-ce que tu pourrais proposer une autre façon d'accompagner la personne? Bien déjà, c'est justement de peut-être essayer de trouver un sens à tout ce qui s'est déjà passé, puisqu'on est sur quelque chose du passé. Et du coup, est-ce que déjà, vous pouvez voir un sens à tout ce qui s'est passé et, en prenant les éléments positifs que vous m'avez décrits? Est-ce que vous y voyez un sens? Tout à fait. Donc on revient à la vie pleine de sens. Et donc là, vraiment, premier souvenir évoqué, et très simplement, comme tu dis, on pose la question... Mais alors, là, avec le recul maintenant que vous êtes sorti tout ça, quel sens vous trouvez? Quel était l'intérêt? Qu'est-ce que ça a apporté à vous, mais peut-être aussi aux autres, et peut-être au monde, et au-delà? Et peut-être que la personne a des croyances. On utilise aussi la foi, la spiritualité dans ces moments-là. On peut se connecter à la contribution à un monde meilleur, ou à une foi... peu importe laquelle, j'ai envie de dire, sachant que de toute façon, voilà, le trait de caractère, spiritualité, développement de la foi, est une force de caractère qui fait partie des forces favorisant le bonheur, qui a été une des forces reconnues parmi celles qui favorisent le bonheur parmi les gens les plus heureux. Donc du coup, on peut aussi jouer sur la notion de sens par rapport à ce qu'on apporte à nous-mêmes, aux autres et au reste du monde au-delà de nous-mêmes. Donc voilà. Alors du coup, on pose la question du sens. On peut reposer la question de plaisir, non pas de l'instant présent, mais à ce moment-là. Rappelez-vous, est-ce que vous aviez du plaisir quand vous avez réalisé ça? Quelles étaient toutes les émotions agréables que vous avez ressenties, avant, pendant, après, et on fait aller plus loin que ce qu'elle nous a proposé. Les émotions, ça peut être de la satisfaction, de la fierté, de la curiosité, de la surprise. Ah, qu'est-ce que j'étais surprise! Et on met l'accent, et nous, dans notre langage plutôt non-verbal, on va dire formidable! Et on accentue l'intensité de la notion de plaisir de l'instant partagé à ce moment-là, mais aussi du vécu. On commence à favoriser la réinterprétation de l'expérience avec un regard encore plus fort tourné vers le positif. On renforce, donc c'est ce qu'on appelle le renforcement positif des souvenirs agréables. On verra plus tard pour la même chose sur les souvenirs désagréables, mais pour l'instant on n'en est qu'à parler des souvenirs très agréables pour la personne. Elle vous partage quand même des bons souvenirs dans lesquels elle a mis en place des forces de caractère. Donc c'est très agréable aussi pour elle sur le moment. Et elle a en général absolument pas l'habitude d'avoir ce type de discussion. Donc dites-vous bien que même si ça paraît facile, ce type d'approche est vraiment hyper puissante. Et la personne peut vraiment sentir des vrais déclics dans une simple discussion sur ses souvenirs, à parler du plaisir, du sens et du coup des qualités.
puisque le troisième point, donc vie engagée, c'est quelles ont été les forces que vous avez sollicitées à ce moment-là. Donc elle en a peut-être déjà dévoilé, elle est partie, mais on peut aller plus loin. On peut lui poser, alors si on a un exemple une expérience positive de ton passé. Alors, une expérience positive de mon passé, tu as fait quelque chose de bien. J'ai fait quelque chose de bien, bah, c'est pas trop loin. Ouais. C'est quand j'ai mis en place mon déménagement pour venir de Nantes à Montpellier, par exemple. Par exemple, voilà. Alors du coup, dans ce déménagement, sur quelle qualité tu t'es appuyée et sur quelle qualité as-tu fait appel pour faire ce changement de vie? Ma curiosité, la première, parce qu'il a fallu que j'aille interroger pas mal de personnes pour savoir quelles étaient les différentes démarches, et puis même aller sur les sites justement de tout ce qui était en lien avec l'administration, pour voir comment ça se passait, parce qu'un déménagement d'une région à une autre, c'était pas quelque chose de si facile et simple. Donc là, voilà, la curiosité en premier lieu. Est-ce que tu en aurais une autre? 2, 3 comme ça? La joie de vivre, pour rassurer tout le monde en fait. Parce que c'était un départ, un déracinement avec la famille proche. Et du coup, il fallait faire preuve d'un peu de bonheur justement partagé pour rassurer les gens et qui en plus pour partir avec le sentiment de c'était bien quand même ces derniers moments. Voilà. Et alors, à ton avis, est-ce que tout le monde est capable de prendre cette décision et de changer de vie comme ça? Non, je pense pas. Et qu'est-ce qui fait que tu as été plus capable que quelqu'un d'autre en termes de qualité? Je pense que je suis audacieuse. Voilà, par exemple, l'audace. L'audace. Très bien. Donc, voyez là comment je viens de l'amener à exprimer par son propre mot une qualité qu'elle n'avait pas encore exprimée, sans moi y poser un mot, parce que j'aurais pu dire, vous avez eu du courage. Si vraiment j'étais moi dans l'orientation, j'aurais pu lui dire, mais bravo, vous avez eu du courage, c'est valorisant, c'est bien, et toutes les bonnes intentions, et tout est parfait, mais c'est pas son mot à elle, c'est le mien. Et elle a parlé d'audace. Donc c'est pas le courage. Donc on lui garde son mot, c'est l'audace. Donc c'est une personne curieuse, audacieuse, pleine de joie de vivre, et hop, on commence à avoir un début de ce qu'on appelle la signature positive de Anne-Laure. Donc voilà comment on peut accompagner à partir d'une simple expérience sur les notions d'émotions positives, vie agréable, les notions de vie engagée basées sur les forces de caractère, les notions de sens sur les questions basées sur le sens que chacune des expériences a pu avoir pour la personne. Ça peut prendre vraiment du temps puisque on parle d'une, deux, peut-être 3 expériences dont elle aura parlé dans son introduction. On ne sait pas combien elle va en partager. Mais si jamais il vous reste du temps, là on peut vraiment faire le lien avec ce dont on parlait dans la session 1 de la démarche plutôt psychanalytique, puisque vous l'avez vu, on est passé, enfin justement, on s'intéresse au passé. On est vraiment sur la construction de la personnalité positive. Donc là on est juste sur un angle différent d'une analyse du passé de la personne. On s'intéresse au fondement de la personne, basé sur des expériences positives, sur les forces positives, les émotions positives et le sens positif qu'elle a vécu tout au long de sa vie jusqu'à maintenant. Donc s'il reste du temps, comment faire? Elle a fini ces 2 expériences, qu'est-ce qu'on peut lui poser comme question? Tout simplement. Est-ce que vous en auriez d'autres? Oui, d'autres. Ou alors même, que ressentez-vous là, rien que déjà d'en parler? Tout à fait. On peut l'amener à se réapproprier ses émotions, ses forces de caractère et le sens qu'elle donne à tout ce qu'elle vient de vivre à l'instant présent. S'il reste du temps, on peut encore... Vous n'auriez pas une expérience et peut-être à une autre période de vie, parce que là, par exemple, toi, tu es partie sur quelque chose de récent. Une personne, dans son témoignage, peut partir... j'ai eu, moi, le cas de plusieurs personnes, et dont une qui m'a parlé essentiellement de souvenirs quand elle était toute petite. Donc, du coup, dans le reste de la séance, j'ai commencé à lui faire poser la question. Et alors, du coup, vous auriez quand même un petit souvenir d'adolescence, et peut-être quand vous étiez une jeune adulte. Et j'ai eu une autre personne qui m'a parlé, lui, de quand il était très jeune, donc tout petit, et après quand il était adulte. Mais il a vraiment passé de l'un à l'autre et zappé le milieu. Donc à la fin, j'ai complété, on est revenu, allez, une petite expérience quand vous aviez peut-être 20 ans, vous n'auriez pas quelque chose, ou à votre adolescence, et vous pouvez compléter la séance. Voilà, l'idée est vraiment de montrer à la personne que dans son passé, elle a déjà des ressources positives en elle-même, et ce, aux 3 niveaux de la théorie du bonheur, donc de tout ce qui est propice à l'évolution et à la satisfaction de vie, et donc à la libération de la dépression. Voilà pour cette 2e séance qui se terminera par un exercice qui sera, tu te rappelles, séance 2. Alors la séance 2, on les invite à faire leur test. Ah oui, le test des forces de caractère, pardon. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est que le test des... déjà, qui est à l'origine du test des forces de caractère?
Donc il s'agit de Chris Peterson, voilà pour son prénom, je cherchais. Et qui Chris fait dans quelle Peterson. université déjà? Au Michigan. Donc, professeur d'université à l'université du Michigan. Du coup, il a élaboré avec ses collaborateurs et aussi avec l'aide de Martin Seligman un test des forces de caractère qui a été élaboré sur tous les points communs des personnes les plus heureuses au monde après avoir fait au préalable des tests par milliers dans le monde sur le niveau de bonheur, les aptitudes dans la vie, les liens sociaux, vraiment un test très complet. Ils ont ensuite croisé, ils ont fait une méta-analyse des autres tests faits qui mettaient en lien aussi la notion de bonheur et de tout ça ils en ont tiré, en adaptant aux différentes cultures du monde, des vertus, donc les 6 vertus qui favorisent le bonheur, et dans chacune de ces vertus des forces de caractère. Nous vous invitons vivement à passer le test vous-même déjà, puisque pour pouvoir le proposer à quelqu'un, il est préférable de l'avoir déjà passé pour savoir de quoi il s'agit. Mais aussi de vous approprier la définition de chacune de ces forces de caractère pour pouvoir accompagner au mieux la personne lorsqu'elle va vous présenter les siennes. Donc du coup, à la fin de la séance 2, on propose chez vous, quand vous rentrerez chez vous, je vais vous envoyer un lien avec le test des forces de caractère en ligne, que nous pouvons trouver en français en ligne gratuitement. Donc vous aurez le lien en pièce jointe à ce mail. La personne prend le temps chez elle de faire son test, on lui rappelle de le faire dans des conditions agréables, au calme, seul, concentré, etc. Les plus honnêtes possibles, le plus honnêtement possible vis-à-vis de soi-même. Donc la personne fait son test et on lui propose simplement de noter. Si elle peut imprimer, c'est l'idéal. Oui. Nous faire suivre éventuellement par mail le résultat, c'est aussi possible. Et alors de se les noter, au moins de se les noter, au moins les 5 premières. Mais après, il peut aussi y avoir, vous le verrez dans la séance 3, l'intérêt des autres. Donc moi, j'ai tendance à leur proposer de venir avec les 24 forces classées dans l'ordre et on s'en servira de support à la séance 3. Voilà pour l'exercice de la session 2. Bien évidemment, on se donne comme objectif de les faire partir avec le sourire et on leur donne rendez-vous pour la prochaine séance, pour la séance 3. Et nous, on vous retrouve tout de suite pour la séance 3. Parfait. Nous revoilà donc pour la séance numéro 3. Alors, préalable à toute séance, on rappelle, on accueille la personne avec le sourire, on regarde dans les yeux, on met en confiance, on se prépare soi-même. Quoi d'autre, on vide les émotions. Voilà, on propose un exercice ou un contexte en tout cas pour que la personne puisse se libérer. Comment allez-vous aujourd'hui? Vous voulez parler de quelque chose en particulier? Vous voulez partager quelque chose? Donc ça c'est posé. Très bien. Bon alors sinon, depuis la dernière fois vous aviez un exercice. Nous allons commencer par ça si vous le voulez bien. Ah, et quel exercice j'ai fait dans la séance 2? Voilà, donc fin de séance 2, la personne devait faire le test des forces de caractère. Donc le test Viami des forces de caractère, elle arrive, alors on va imaginer qu'elle l'a imprimé, ou en tout cas que vous l'avez imprimé, ou bien qu'elle y arrive avec ses Bonjour Madame Neville, voilà. J'ai rapporté mes forces de caractère aujourd'hui. Parfait. Alors déjà, on félicite tout le temps. Valorisation, c'est très bien, bravo, parce que certaines personnes ne prennent pas le temps de le faire, et donc voilà, c'est bien déjà d'avoir été au bout de l'exercice. Et comment vous vous sentez après avoir fait cet exercice déjà? Eh bien, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce test, même si quand même je me pose des questions, parce que je me dis, ok, je sais ça, mais du coup, à quoi ça va me servir? Voilà, donc ça c'est une des questions possibles. Vraiment, la personne ne comprend pas trop, voire même parfois peut être surprise. Je suis un peu surprise du résultat d'une des forces. Et puis, mais par contre, oui, celle-là, j'aurais préféré avoir celle-ci avant celle-ci. Voilà, il peut y avoir des commentaires comme ça spontanés lors de la première restitution des résultats. Bon, on accueille tout, bien évidemment, hein, ça lui appartient, et vraiment aucun jugement, encore une fois, et bienveillance. D'accord, donc voilà, on écoute, on accueille, et on valorise pour tout ce qui a été bon, sur le plaisir qu'elle a pris, sur le résultat qu'elle a et avec lequel elle est en accord. On valorise déjà tout ce qui est déjà présent. Ensuite, du coup, on va dire, si vous voulez bien, nous allons commenter une à une les 5 premières forces. Alors pourquoi? Et on peut rappeler un petit peu le contexte théorique. Pourquoi? Parce que des tests ont été faits avec des personnes à qui on a proposé de mettre en application une de leurs 5 principales forces de caractère. Et il s'avère que quand on applique nos forces de caractère, il y a plusieurs effets qui apparaissent. Un, on s'identifie déjà vraiment à nous-mêmes. Alors on va peut-être prendre un exemple. Donc toi par exemple, une des forces de caractère qui ressort souvent quand tu fais le test, ce serait quoi? Alors il y a le leadership. Voilà, donc leadership. Si on prend le leadership, donc capacité à mener, à diriger, à accompagner les personnes de façon naturelle, sans autorité, etc. C'est leadership, ce qu'on appelle naturel. Donc quand la personne, on voit, première valeur, leadership.
Du coup, on va lui proposer, dans un premier temps, de se poser la question. Ah non, c'est pas ça, pardon. Ça, on va y revenir juste après. Je voulais faire la petite partie théorique. Donc, à partir du leadership, ce qu'on peut constater de façon théorique, et on peut lui parler à partir de sa première force, comme là, je vais le faire. Donc, on constate que les personnes qui ont ces forces vivent en se disant, bah, c'est bien moi. Alors, du coup, quand tu te dis, voilà, le leadership, bah oui, c'est une évidence. Je suis leadership, c'est un peu moi, quoi. Enfin, oui. Il y a une cohésion, il y a tout à fait. Un peu comme voilà, une cohérence. Il y a un certain plaisir à mettre en application des projets en utilisant cette force-là. Tu confirmes, tu te sens... Ah oui, tout à fait. Voilà. Après, il y a un enthousiasme, une joie et du plaisir à être dans le leadership, à vivre des actions dans lesquelles tu es dans le leadership. Tout à fait. Voilà. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de phénomènes qui fait que quand on utilise ces forces, tout devient aussi plus facile. C'est-à-dire que quand tu es dans une situation où tu mets en application ton leadership, c'est comme si tout était simple et fluide et les gens te suivent sans faire d'efforts. Et de savoir que j'ai cette force-là présente et surtout qu'elle est bien positionnée, ça m'aide à prendre encore plus confiance. Et je me dis, ah attends, rassure-toi Anne-Laure, de toute façon, tu as cette force en toi. Donc ne cherche pas à vouloir faire différent, sois toi-même et tu vas voir que tout va bien fonctionner. Et vous pouvez tout à fait, lors de vos entretiens, citer des exemples d'autres personnes, appuyer, parce que si vous sentez que la personne a du mal à réagir, là, comme Anne-Laure vient de le faire, parce qu'elle a l'habitude, elle sait déjà approprier ses forces, mais elle peut aussi, la personne, se dire oui, c'est sûr, je prends du plaisir, oui. C'est pas encore une évidence, mais de toute façon, vous l'amenez vers ce chemin. Donc ça vaut le coup quand même de lui poser la question à chaque fois. Donc c'est tout ça, voilà, une force de caractère, c'est moi, c'est le plaisir que j'ai, c'est la facilité que ça m'amène à faire les choses, c'est l'intégration que j'ai de cette force dans toutes les actions que je mets en place, que ce soit professionnel ou personnel. Voilà, c'est le plaisir, la simplicité aussi d'apprendre grâce à cette force-là. Voilà, il y a tout un tas de traits de caractère communs, enfin d'émotions communes autour de ce trait de caractère qui fait partie des 5 premières forces qui contribuent au bien-être subjectif ou à la satisfaction de vie ou à la diminution des symptômes dépressifs. Donc maintenant, par contre, pendant l'exercice, on a posé ça, pour bien comprendre l'intérêt de ces forces de caractère, ce qui répond d'ailleurs à ta première question, mais à quoi ça va me servir? Tout à fait. Identifier ces forces-là qui vont vous permettre de vivre toutes ces émotions-là. Donc, première force, leadership. Est-ce que vous auriez, madame, je remets le contexte, quelques souvenirs dans lesquels vous avez mis en place cette force-là? Donc là, on ne va pas le faire tout entier, toute la séance, parce qu'on arrive sur la fin de cette session-là. Mais globalement, vous voyez, je lui poserai ce genre de questions. Des souvenirs étant enfant, et puis des souvenirs étant adolescente, puis des souvenirs plus récents. Et puis voilà, on arrive quand même à les amener à des souvenirs d'il y a une semaine, d'il y a un mois, récemment, pour pouvoir les amener à prendre conscience que c'est une force qu'elles ont encore aujourd'hui et qu'elles ont maintenant en elles. Et donc ça devient leur signature. Elles sont, voilà, Anne-Laure, elle est leadership. Elle est les autres forces qu'elle va avoir dans le classement de ces 5 premières forces de caractère. Donc du coup, la personne se nourrit de tout ça. Là, elle vient se remplir d'estime de soi, de confiance en soi, du plaisir d'entendre, de ressentir, de s'approprier ces forces-là, le sens que ça donne à sa vie. Ah oui, c'est pas une force que j'ai juste là, je l'ai depuis toute petite et à quoi ça m'a été utile. On peut évidemment renouer avec plaisir, force et sens. Voilà, on relie un petit peu tout ce qu'on a déjà appris. Et ça aide à prendre confiance en l'avenir en se disant, si je l'ai depuis toute petite, que je l'ai encore aujourd'hui, ça veut dire que ça doit être à vie. Et là, du coup, j'ai un exemple, tu as raison, qui est très parlant, d'un homme qui, du coup, a fait le test des forces de caractère. Il me dit, bah ok, j'ai le courage qui est ressorti, celui-là, je comprends bien, mais je suis quelqu'un de courageux, j'ai des exemples qui m'en viennent. En revanche, j'ai l'équité, la justice qui me vient, et je sais pas trop, c'est bizarre. Je dis, d'accord, alors bah du coup, si on devait repartir petit dans votre passé, est-ce que vous avez des expériences qui vous reviennent, qui feraient appel à un moment où vous avez été dans la justice, ou pour la justice, ou en faveur de la justice, de l'équité, du partage, de l'équilibre? Puis d'un coup, ah bah oui, c'est vrai. Je me rappelle notamment d'une scène où on était en classe et il y a un autre élève qui a été puni de façon injuste par la maîtresse. Bah, j'ai pris mon courage à deux mains. Ah, courage, tiens, déjà il y avait l'autre force qui était là. Et puis je me suis levée, et puis du coup bah, j'ai défendu cet enfant-là devant la maîtresse parce que c'était pas juste, quoi. Du coup je dis, non madame, c'est pas juste ce qui se passe, et vraiment vous devriez réfléchir parce que j'ai plus exactement l'histoire, mais vous voyez, il a utilisé le sentiment de justice et le courage intégré. Là du coup il a fait, ah ouais. Et puis du coup quand on parle petit à petit, à un moment donné il me dit, puis alors récemment, bah ouais, là en fait je fais partie d'un syndicat et nani nana. Je dis, ah vous faites partie d'un syndicat, c'est pourquoi vous faites partie d'un syndicat? Et là il me dit, ah bah oui évidemment, c'est pour que ça soit
répartis de façon équitable, et j'ai le courage d'agir pour faire changer les choses. Et vous voyez, les deux forces se reliaient de plus en plus, et du coup, pour la suite, on s'est énormément servi de ces deux forces-là qui étaient en plus reliées, et très souvent dans son expérience, pour pouvoir avancer sur des projets qui lui appartenaient dans l'avenir, en fait, à venir. Donc voilà comment on peut, par exemple, valoriser une force dont ils n'ont pas forcément conscience. Ils sont inconsciemment compétents, comme on pourrait dire, en tout cas inconsciemment forts, puisque ce sont des forces de caractère. Donc on travaille sur les 5 forces comme ça, on prend bien le temps, parce que ça passe vite quand même, mais on prend le temps quand même de chaque force, des expériences du passé, on valorise, et jusqu'à des expériences récentes. Ça c'est important, sur cette séance-là on commence à arriver au présent, la prise de conscience de ce que je suis déjà de bien aujourd'hui. Et puis, il y a une autre chose importante quand même. Ils viennent avec les 5 forces, mais aussi avec les 24 autres. Et du coup, il peut y avoir des émotions bizarres sur les autres forces. Est-ce que tu aurais un exemple ou une réflexion qui pourrait exister, arriver quand on voit les autres forces qui sont en dernière ou en avant-dernière position? Oui, oui, parce que je l'ai moi-même vécu d'ailleurs. Je me suis dit, oh zut, qu'est-ce que cela veut dire? L'humilité. Elle arrivait en 24e position. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un de humble. Et du coup, là, la question se pose. Et là, on parle avec la personne. Il est important de reposer le contexte que ces 24 forces, tout le monde les a. Ça, c'est le potentiel de base, le postulat de base, devrais-je dire. Mais le postulat de base, c'est que tout le monde possède au minimum un peu de ces forces de caractère. Et qu'à un moment donné, j'ai 5 forces qui ressortent plus que d'autres et qui deviennent faciles. Donc parce que je les sollicite facilement, tout devient facile et agréable. En revanche, ça ne veut pas dire que je n'ai pas les autres forces de caractère. Donc c'est le moment de poser ça déjà. Et ensuite, il faut vraiment avoir conscience que c'est pondéré, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont peut-être avoir 5 forces de caractère qui vont être plus fortes que d'autres, mais qui ne sont pas non plus très poussées, mais qui sont... voilà, si on devait avoir une évaluation en chiffres, qui serait... Alors pour donner un exemple précis, imaginons que c'est une note sur une échelle de 1 à 10, qu'une personne a dans ses 5 premières forces, finalement, des forces de caractère sur lesquelles elles sont à 4, 3, et pas à 5, pas à 10, pardon. Bon, ça fait peut-être léger pour les 5 premières forces. Elles sont à 6, voilà. Sur une échelle de 1 à 10, le courage, je l'ai à 6. C'est ma première force de caractère. Et forcément, du coup, les suivantes vont être 4, 3, et puis peut-être 2. Par contre, si vous avez quelqu'un qui est déjà bien confiant, qui est déjà bien posé, qui a développé ses forces de caractère et qui les a travaillées, renforcées, etc., ces 5 premières forces peuvent être 9, 9, 9, 8, voilà. Et du coup, même la dernière peut être 6. Donc, la dernière force d'une personne peut correspondre à la première d'une autre. Voilà, on n'est pas à comparer avec les autres, on est sur un classement des forces de caractère les plus utiles pour nous à l'instant présent, parce qu'elles évoluent dans le temps. Le même test peut obtenir des résultats différents. Et d'ailleurs, nous l'avons testé et à différentes reprises, ça évolue. Voilà. Donc, on travaille là-dessus, puis ensuite, du coup, pour quand même rassurer la personne et la valoriser sur la force qui lui pose difficulté ou interrogation en tout cas, et du coup on lui dit, mais du coup est-ce que dans votre vie vous avez déjà eu des expériences dans lesquelles vous avez à votre avis fait preuve d'humilité? Du coup elle va travailler dessus, elle va dire je pense que oui, à ce moment-là, ok, vous voyez, c'est bien, et du coup ça va renforcer son humilité, et peut-être que le test prochain remontera cette force-là plus haut dans le positionnement parce qu'elle y aura focalisé, porté d'attention, donc renforcer cette force-là pour la personne. Mais c'est pas grave si c'est pas une force qui lui pose difficulté. Moi personnellement, j'ai rire et humour qui étaient en dernière position à un moment donné, parce que je me considère pas comme quelqu'un de très joyeuse et drôle. Maintenant j'ai travaillé là-dessus, etc. Et du coup, elle n'est pas forcément en tête de mes forces de caractère, mais elle me gêne pas d'être en bas, parce que j'ai appris à m'accepter comme je peux être drôle sans vouloir le faire exprès. C'est-à-dire juste en parlant, on en a parlé encore il y a récemment, mais il n'y a pas de difficulté à avoir des forces qui sont moins importantes que d'autres. On ne peut pas être bon partout, pas besoin d'être parfait pour être bon. Exactement. Et ça c'est important de le glisser aux personnes, que l'essentiel c'est de focaliser sur ce qu'on a déjà de bon. Bon, après de travailler s'il y a quelque chose qui nous dérange pour améliorer si on le souhaite, on peut toujours avoir envie, c'est pas nier, on va pas se voiler non plus la face s'il y a quelque chose de dérangeant. De se sentir bien. Voilà, avec ce que l'on est, voilà, et ce que l'on veut devenir. Voilà. S'il y a une force que j'ai envie de voir augmenter, oui, on peut accompagner la personne à la travailler quand même. Fait. Mais s'il y en a d'autres qui ne sont pas à travailler, on les laisse et on se concentre essentiellement sur les 5 premières forces. L'heure passe,
on accompagne sur ses forces, du passé jusqu'à aujourd'hui, on travaille et on arrive à la fin de séance. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on commence à poser, vous voyez que là, depuis le début, on a commencé à focaliser un peu sur des choses différentes de ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire les émotions positives, les forces de caractère, donc les traits caractère positifs de la personne, le sens positif des choses. Et puis on a porté notre attention aux belles choses, aux bonnes choses, aux choses agréables. Et dans la vie de tous les jours, au quotidien, dans l'instant présent, on a toujours ce même réflexe à porter davantage d'attention en général aux choses moins agréables. En tout cas, la personne qui vient vous voir en état dépressif, ce sera certainement le cas. Donc c'est bien de le poser comme ça. De nombreuses personnes ont tendance à focaliser sur ce qui n'est pas forcément le plus agréable dans leur vie au quotidien, ou en tout cas ne pas voir ce qui est agréable. Donc peut-être qu'on pourrait commencer à s'intéresser au présent et à poser la question et à proposer un exercice, mais peut-être poser la question déjà le jour même de la séance. Quels sont les 3 moments agréables que vous avez vécus dans la journée qui vous viennent à l'esprit au moment où nous sommes là? Alors, pour certains, ça va être vraiment pas facile. Il s'agit de relativiser. C'est pas forcément un truc... Et là, justement, pour relativiser, on peut très bien nous-mêmes donner des exemples. Tout à fait. Donc, moi, la journée a bien commencé. Moment agréable, je me suis réveillée, j'avais mes 3 chats autour de moi et c'est quelque chose que j'adore. Voilà. Et hop, la personne, elle se dit, ah, c'est aussi des choses comme ça. Mais il peut y avoir des choses beaucoup plus fortes aussi. C'est pas... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir eu de très fort aujourd'hui? Bon, sachant qu'on est quand même le matin. On est le matin. Mais il pourrait y avoir, je suis contente, j'ai appris une bonne nouvelle. Martin Seligman cite dans son livre S'épanouir, l'exemple, je viens d'apprendre que ma sœur était enceinte. D'accord, là ça peut être vraiment un exemple de bonnes choses qui m'est arrivé aujourd'hui. C'est le coup de fil, mais qui est important dans le sens qu'il a, tout ce que ça va impliquer, etc. Dans l'émotion, tout à fait. Donc du coup, on l'amène à réfléchir dans l'instant présent pour bien qu'elle comprenne l'exercice et qu'elle voit comment elle peut le faire. Parce que c'est pas si naturel que ça pour des personnes qui viennent consulter pour une dépression. Et puis, on l'invite, alors pourquoi pas à s'acheter un petit cahier ou à prendre un cahier qu'elle aurait chez elle, un carnet ou un support papier, voire même un iPad ou un ordinateur pour les personnes qui préfèrent les nouvelles technologies. Peu importe, mais en tout cas, il est important dans l'exercice, en tout cas, Martin Seligman et Tayyab Rachid le conseillent, d'écrire. Donc vous pourrez aller voir pourquoi, il y a toute une explication en termes scientifiques aussi sur l'importance d'écrire dans le fait de libérer des choses ou d'augmenter des émotions. Donc du coup, en tout cas, on invite la personne à écrire chaque jour, pendant une semaine, 3 bonnes choses qui lui sont arrivées dans la journée de la même façon qu'on vient de le faire. Le soir de préférence, au calme, comme d'habitude, dans un moment posé, agréable, détendu, sans être dérangé. Pas besoin de beaucoup de temps, 5-10 minutes, on se pose et on réfléchit à 3 bonnes choses dans la journée. Mais pas seulement. Il y a une toute petite question en plus qui n'est pas forcément donnée habituellement. Quelles sont les 3 bonnes choses qui vous sont arrivées dans la journée? Et selon vous, pourquoi c'est arrivé? Pourquoi elles sont arrivées? Donc si on se demande, alors là on va prendre l'exemple avec mes chats, parce que du coup, ça peut être sur des choses simples. Alors, je suis contente aujourd'hui parce que ce matin je me suis réveillée et j'avais mes 3 chats autour de moi et c'était très agréable. La question du pourquoi, et là moi je me suis déjà fait avoir, donc je vous le dis tout de suite, c'est pas pourquoi c'est agréable, c'est pas ça la question. C'est pourquoi je me suis réveillée avec mes 3 chats autour de moi. Donc c'est le pourquoi la situation est arrivée. Celle qui m'est agréable, en fait, la situation agréable. Pourquoi elle est arrivée? Elle est arrivée parce que, ayant été dans des conditions où la porte était ouverte, mes chats ont pu dormir autour de moi et que je me suis autorisée à lâcher prise sur le fait que mes petites chattes commencent à grandir et que ça y est, elles commencent à ne plus faire pipi dans notre lit. Oui, il y a toute une symbolique. Et du coup, je me rends compte que oui, pendant encore longtemps, là, on fermait la porte tout le temps pour pas qu'elles viennent, de peur qu'elles fassent pipi. Mais du coup, on se reposait pas la question. Et là, ça y est, on ouvre la porte. Elles viennent et c'est vraiment agréable et il n'y a pas de pipi dans le lit et c'est vraiment super. Donc du coup, ça m'amène à penser, ce soir, je ne vais pas fermer la porte. Vous voyez, ça peut avoir un impact. Donc voilà, pourquoi la situation est arrivée. Et comme on parlait de l'exemple de la sœur qui a accouché, ça peut être des notions différentes. Par exemple, je suis contente que ce soit arrivé et c'est arrivé selon moi parce que Dieu a permis à ce que ça arrive. Et donc là, je me connecte à une foi. Donc on va faire émerger avec la personne sa notion de foi, des bonnes choses qui arrivent, et sur ses croyances. Mais elle peut aussi dire, c'est arrivé parce que ma sœur, elle a vraiment pris les choses en main pour que ça se passe bien, et elle est passée à l'action. Et là, on identifie que pour la personne, c'est important de passer à l'action. Ça permet de faire émerger des ressources de la personne, ressources de croyances, ressources d'action pour moi, ressources d'action pour la sœur. Voilà, on est déjà dans l'élaboration des actions.
Je crois qu'on a fait le tour pour la troisième séance. On invite la personne à faire ces 3 bonnes choses, à les ramener pour la séance d'après. Et on en discutera évidemment la séance d'après. On clôture la séance, gentillesse, sourire. On donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et nous, on vous retrouve pour la petite clôture juste après. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette deuxième session de vidéo de la formation Les essentiels de la psychothérapie positive. Donc pour conclure, vous savez qu'on a une habitude quand même, c'est de vous donner des petits exercices d'application. On a une idée simple en fait. Qu'est-ce qu'on va vous proposer? Tous les exercices qu'on a pu vous donner lors de la session 1, enfin de la séance 1, séance 2 et séance 3. Donc c'est-à-dire que cette semaine, nous vous invitons et à partager aussi dans le groupe de la formation, pour commencer déjà à faire votre introduction positive, donc c'est-à-dire une page vous présentant sous votre meilleur jour à partir des expériences de votre passé et mettant en avant les forces de caractère que vous pouvez pressentir déjà de vous-même. Deuxièmement, donc du coup, ce sera de faire le test des forces de caractère en ligne. Vous trouverez le lien, bien évidemment, joint à ce mail. Et en troisième, tout au long de la semaine, dans le groupe, nous allons chacun partager, et nous aussi, puisqu'on aime bien, on essaye d'y passer à chaque fois régulièrement, alors peut-être pas tous les jours, mais en tout cas une fois de temps en temps. Et puis pour lire aussi les autres, parce que c'est toujours intéressant de lire les autres, partager nos 3 bonnes choses par jour et pourquoi. N'oublions pas le pourquoi. Le pourquoi cette bonne chose est arrivée selon moi. Donc on se retrouve dès aujourd'hui pour partager nos 3 bonnes choses du jour aujourd'hui. Et puis dans la semaine, vous avez la semaine, vous le faites à votre rythme, votre introduction positive, le test des forces de caractère. Pour ceux qui l'ont déjà fait, l'un ou l'autre, ou les 3 exercices, on va peut-être les refaire. Peu importe, oui, voilà, il n'y a aucun problème. On peut vraiment voir l'évolution, constater, et puis ça fait toujours du bien. Quoi qu'il arrive, c'est l'avantage de ce type d'exercice. Ça contribuera aussi à votre bonheur à vous, et du coup, le fait d'expérimenter, c'est toujours bien plus simple pour pouvoir après les proposer à vos patients. Donc voilà pour cette semaine. On est ravis de vous retrouver déjà la semaine prochaine, lundi prochain, pour les séances 4, 5 et 6, où nous parlerons des bons mais aussi des moins bons souvenirs cette fois, du pardon et de la gratitude. Voilà pour le rendez-vous de la semaine prochaine et en attendant on se retrouve sur le groupe privé. À bientôt. À très bientôt.